Monsieur le commissaire européen Pierre Moscovici, monsieur le directeur de l'école d'économie de Paris, chers invités, chers amis, chers résidents, nous sommes très honorés ce soir d'accueillir un commissaire européen parce que chez nous c'est une première. Mais aussi c'est une première qu'on organise une conférence avec l'école d'économie de Paris, une première qu'on organise une action académique avec une institution académique française. C'est un honneur autant pour nous, et ce n'est qu'une première, monsieur le directeur. Vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui traitera d'un thème de haute actualité et qu'on veut, dans le cadre de nos souhaits, d'améliorer le fonctionnement de cette maison à travers la création de structures de débat libres, telles sont les normes directrices de la Cité internationale universitaire de Paris, à laquelle la Maison de Tunisie appartient. Sans plus tarder, je passe la parole à monsieur le directeur. Merci. Donc l'école d'économie de Paris est très heureuse et très honorée d'accueillir aujourd'hui Pierre Moscovici. Pierre Moscovici a été député européen, a été ministre chargé des affaires européennes dans le gouvernement Jospin, a été ministre de l'économie et des finances dans les deux gouvernements Ayrault, député également, et depuis novembre 2014, commissaire européen chargé des affaires économiques, financières, de l'union douanière et de la fiscalité, si peut-être un petit peu dans le désordre. Mais en tout cas, c'est un portefeuille qui, évidemment, nous intéresse beaucoup en tant qu'économiste. En outre, Pierre Moscovici est également titulaire d'un DEA d'économie, d'un DEA de philosophie, ancien élève de l'ENA, promotion Louise Michel, si mes informations sont correctes, promotion qui devait avoir certaines caractéristiques. Et donc, il nous a paru très opportun de l'inviter à échanger avec nous, avec des économistes, puisque les économistes ne sont jamais à court d'idées sur comment résoudre tel ou tel problème qui se pose à nos sociétés, mais beaucoup de ces réflexions, certaines de ces réflexions en tout cas, n'intègrent pas tellement les contraintes politiques ou les déterminants politiques qui peuvent contraindre les choix qui s'offrent à nous. Donc cet échange sera aussi l'occasion de nourrir les réflexions économiques, également de considérations qu'on peut se forger à l'expérience du pouvoir, dont Pierre Moscovici ne manque pas. Donc je voudrais remercier les panélistes qui introduiront et nourriront le débat, Agnès Benassi-Kéré de l'École d'économie de Paris et du Conseil d'analyse économique, Daniel Cohen, qu'on ne présente plus, et Xavier Rago de l'École d'économie de Paris et de l'EFCE. Voilà, donc sans un DEA d'économie. Pardon Oui, non, donc je voudrais aussi remercier tout particulièrement, au nom de l'École d'économie de Paris, la Fondation Maison de la Tunisie et son directeur, M. Frika, qui nous accueille aujourd'hui. Pour nous aussi, ce partenariat est une première. On est particulièrement heureux, particulièrement honoré de contribuer à cet événement. Et donc, je dis que c'est une première. Dire que c'est une première, ça veut dire qu'il y aura une deuxième, non pas une seconde, une deuxième et une troisième, et certainement beaucoup d'autres événements de ce type-là. Et donc, voilà, merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le commissaire, Monsieur le ministre, pour une présentation d'une vingtaine de minutes qui laissera ensuite toute sa place au débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Merci de l'accueil de la Maison de la Tunisie, chers membres du panel. Mesdames, Messieurs, merci encore de cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de venir débattre à l'invitation de l'École d'économie de Paris. Je dirais de continuer à débattre plutôt, puisque aussi bien à Bercy, où j'ai été pendant 2 ans le ministre de l'économie et des finances de la France, qu'à la Commission européenne, mes cabinets étaient et sont encore assez fermement noyautés par des chercheurs associés à cette école, qui est pourtant encore très jeune. Je voudrais parler aujourd'hui du monde post-crise, qui implique que nous ne revenions pas, évidemment, au monde d'avant-crise. Dans un monde post-crise, les dettes souveraines, puisque c'est le sujet dont nous devons parler, dettes souveraines et croissance, se sont alourdies de 30 points de PIB à peu près depuis 2008. Et ça implique à mes yeux non pas un changement de degré, mais bel et bien un changement de nature.
pour nos économies ainsi que pour les règles et institutions communes qui les gouvernent et dont j'ai aujourd'hui la charge de les faire respecter dans le cadre de mon portefeuille à la Commission européenne. Alors, nous ne sommes plus dans l'œil du cyclone. La crise est pour l'essentiel derrière nous, je crois qu'on peut commencer à le dire maintenant, mais quel est son héritage? Quel boulet les économies européennes continuent-elles à traîner? Pour moi, l'héritage de la crise, il se situe à 3 niveaux. Au niveau institutionnel, au niveau économique et au niveau budgétaire. Au niveau institutionnel, notre problème, c'est d'abord celui de la crédibilité de nos règles. Notre cadre actuel, que je rappelle brièvement, est le fruit d'une sédimentation en 3 étapes. Dans la phase de conception initiale, ce cadre s'appuyait sur 2 piliers. Le pacte de stabilité et ce qu'on appelle les critères de Maastricht pour l'entrée dans la monnaie unique. Je rappelle de quoi il s'agissait. Déficit public à 3% du PIB, dette publique à 60% du PIB. Il y avait encore d'autres critères dont je fais l'économie car ils sont quelque peu obsolètes aujourd'hui. Ce cadre initial établit une séparation étanche des politiques monétaires et budgétaires et pose que l'Union ne répond pas à des engagements financiers des États membres, pas plus que les États membres ne répondent entre eux de leurs engagements financiers. Cela a marché ainsi à la fondation de l'euro, où j'étais effectivement le ministre des Affaires européennes du gouvernement Jospin, donc j'ai vécu ça à la fois dans la conception, dans la décision, dans la mise en œuvre. Ensuite, il y a une première phase, je dirais, de test du pacte, en 2003, qui suit l'explosion de, on ne s'en souvient pas tous ici, de jeunes, pour beaucoup d'entre vous, la bulle spéculative Internet. Le pacte de stabilité a été alors affiné, et il devient pacte de stabilité et de croissance. On arrive souvent, de façon sémantique, habillé par la croissance, un certain nombre de renforcements de la stabilité. Et un volet structurel lui est alors adjoint, et on intègre une méthodologie complexe de calcul des efforts structurels, de la croissance potentielle, de l'écart de production dont nous héritons encore aujourd'hui et qui font mes délices absolument tous les jours. L'idée, c'est de répondre aux défis posés par le caractère procyclique de la cible nominale de 3% et de se demander si, à tel ou tel moment, on peut la modifier ou l'ajuster en fonction de caractéristiques structurelles des économies. La deuxième phase de test du pacte, elle s'ouvre en 2010 avec la crise des dettes souveraines. Un mécanisme de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs est établi, accompagné de sanctions si un État membre ne respecte pas de manière répétée les recommandations formulées au niveau européen au travers de la procédure pour déséquilibre macroéconomique. Des mécanismes de contrôle dans les droits nationaux sont aussi introduits. Donc nous avons maintenant ce qu'on appelle le two-pack, ce qu'on appelle le six-pack, nous avons le semestre européen, nous avons une procédure de déficit excessif, la France par exemple est en déficit excessif, nous avons une procédure de déséquilibre structurel, et là, personne n'est encore dans la phase supérieure des macro-imbalances. La mise en place de ces règles, elle était vitale pour organiser notre maison commune. Il était nécessaire, à partir du moment où on crée une monnaie unique, de faire ce travail de définition commune, d'une méthode, d'apprentissage collectif, d'une discipline collective qui doit renforcer individuellement et protéger collectivement. Ce sont ces strates de règles qui forment aujourd'hui notre cadre, et je dirais, je vais me détacher un peu de la fonction qui est la mienne, qu'elles sont néanmoins doublement imparfaites. D'une part, je ne suis pas persuadé qu'elles nous permettraient de faire face à tout coup à une nouvelle crise. Et d'autre part, je ne suis pas certain qu'elles nous aideraient beaucoup à revenir au niveau d'endettement de 2009, car elles ont fondamentalement été conçues comme préventives et non comme curatives. Oui, elles peuvent sans doute garder la dette de l'Estonie à un niveau ridicule. Oui, elles sont probablement capables de ramener dans les clous, c'est ce à quoi on s'emploie en ce moment même, la Finlande et ses 62% de dette publique. Mais pour les pays, il y en a, et des grands, dont les niveaux, et des petits aussi, dont les niveaux de dette sont de l'ordre du double de la cible de 60%. Citons l'Italie, 130 et quelques pourcents. Parlons de la Grèce, qui fait 180%. Je pense que ces pays sont moins à même de bénéficier efficacement du cadre mis en place pour diminuer les dettes publiques. Et c'est d'ailleurs une difficulté au moment où nous avons des décisions à prendre, parce qu'on est confronté à ces 120, 130, 180. Que faire avec les règles? On les évoque,
On envisage la réduction des déficits toujours, mais la réduction de la dette, évidemment, est un processus plus long. Voilà pour le premier volet de notre héritage, c'est-à-dire le volet institutionnel. Mais la crise continue de peser également sur nos économies de manière bien plus insidieuse. Elle ne laisse pas derrière elle une page blanche. Nous repartons aujourd'hui, incontestablement l'économie européenne étant reprise et la zone euro étant reprise. Et d'ailleurs, elle comble petit à petit son écart de croissance avec le reste de l'Europe. Mais nous repartons profondément affaiblis. L'investissement en Europe est inférieur de 15% à son niveau d'avant-crise. Et ça, c'est un indicateur absolument fatal. S'il en allait ainsi pendant 10 ans, les économies européennes, qui sont encore aujourd'hui les premières économies du monde avec les États-Unis, seraient des économies de seconde division. Nos économies n'opèrent toujours pas à leur plein potentiel de production. Des retraits durables de main-d'œuvre s'observent. Franchement, les taux de chômage sont à un niveau insupportable. En clair, des phénomènes au départ cycliques se sont progressivement, en quelque sorte, calcifiés dans la crise. Et le résultat, c'est simple, nous avons perdu de la substance, nous avons perdu de la chair économique. L'héritage le plus spectaculaire de la crise, cependant, et c'est pour ça que le sujet choisi est, à mon avis, totalement pertinent, c'est l'hypertrophie des dettes publiques. La dette des pays du G20 est passée de 78% du PIB en moyenne en 2007 à 114% en 2014. 78 à 114%. Et Xavier Rago, vous avez rappelé dans un papier récent que la dette publique des 15 États membres de la zone euro avait cru de 34% entre 2008 et 2014. 15 c'était au début, bien sûr, aujourd'hui on a 19. Et ces chiffres disent l'ampleur du défi. Je dirais au fond, pour résumer, que la dette publique, c'est au fond le compteur impitoyable de nos difficultés. Elle renvoie au niveau élevé des dettes privées, qui finissent toujours, un jour ou l'autre, en dette publique. On se souvient de la nationalisation, quand même un peu inattendue, des banques irlandaises. La dette publique enregistre aussi à la fois la permanence des déficits, les stratifie, et l'accumulation des années de croissance atone. Elle est enfin la mesure de la qualité ou du défaut de qualité de nos institutions, en particulier de leur capacité à tenir des engagements intertemporels. Si l'Allemagne, par exemple, peut se permettre une année de dévier de sa cible budgétaire, ce n'est pas le style de la maison par ailleurs, c'est notamment parce qu'elle a adopté un frein constitutionnel à l'endettement, qui la soumet à un cadre budgétaire plus strict que Maastricht, mais qui rend crédible dans le temps la robustesse de ses finances publiques. On sent aussi qu'il n'y a pas la volonté de tester vraiment ça, mais ça existe. Cette dette hypertrophiée est un boulet. C'est un boulet, spécialement pour la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'elle limite nos marges de manœuvre pour mener les politiques budgétaires qui permettraient de résorber rapidement notre déficit de demande agrégée. Au travers du service des intérêts, elle consomme des ressources rares que nous pourrions utiliser de manière bien plus productive en investissant dans l'avenir pour redresser notre croissance potentielle. Je suis un homme de gauche, on n'ignore pas, je suis un social-démocrate, et j'ai toujours considéré que la dette publique était l'ennemi de la gauche, dans la mesure où, franchement, rembourser des intérêts, c'est à chaque fois de la productivité en moins, de la compétitivité en moins, des services publics en moins. J'ai commencé ma vie avant mon aventure européenne, ma vie politique, en 88. J'étais conseiller budgétaire du ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Lionel Jospin. Et en 89, c'était l'année où le budget de l'Éducation nationale est devenu le premier budget de la nation. Il l'est aujourd'hui de manière écrasante par rapport au budget qu'il a doublé à l'époque, la défense. Mais il est talonné par le service des intérêts de la dette. Et autant j'ai été fier d'être au service de l'éducation, autant quand j'ai vu que le service de la dette pouvait devenir le budget de l'État, je me sentais un peu embarrassé. Et je préfère nettement l'éducation au service de la dette. Et comme la dette publique est le compteur de la crise, elle est structurellement une force de divergence entre États membres. Ceux qui auraient le plus besoin d'avoir en quelque sorte les coudées franches aujourd'hui se trouvent être ceux qui ont le plus gros stock de dette. C'est le cas de la Grèce. Ce stock de dette, il est la responsabilité des Grecs. Mais il découle aussi d'un programme procyclique. Or, la divergence entre les pays de la zone euro n'est pas seulement un casse-tête économique. Elle est aussi une puissante force de sape du projet communautaire. Elle est bâtie sur l'idée que l'intégration européenne alignerait les pays vers le haut. Moi, je n'ai pas à commenter les résultats électoraux ici ou là, mais je les vois en même temps. Et ils ont toujours un sens et une origine.
Et ce sens et cette origine, c'est, à mon sens, précisément que cette idée vertueuse de l'alignement par le haut a été battue en brèche par la crise et aussi par la perception de certaines politiques européennes. C'est donc notre idéal de progrès, pour ceux qui sont des pro-européens, cet idéal pro-européen qui est menacé par l'hypertrophie des dettes publiques. Et comme commissaire européen, comme progressiste, évidemment, ça m'interpelle profondément. En même temps, disons-le, nos cibles ne sont pas des totems. Je ne vais pas dire ici qu'il ne faut pas respecter les règles. Ce débat, il est tranché. Il le faut. Il est tranché politiquement. Il est tranché institutionnellement. Et évidemment, en tant que commissaire aux affaires économiques et financières, la fiscalité, aux douanes aussi, je suis formellement engagé dans ce combat. J'en suis responsable. Et je l'ai dit devant la représentation européenne lors de mon audition en octobre dernier. Un commissaire dans mon portefeuille agit forcément pour faire respecter les règles. S'il ne le fait pas, il faut qu'il fasse autre chose. Mais en même temps, je crois que la dette publique est un miroir déformant dont il faut aussi savoir se détacher. Parler de dette brute, par exemple, ça n'a pas de sens. Il faut affiner la focale, considérer la dette nette, car ce qui compte, ce sont les actifs, tangibles ou immatériels, dont dispose un État pour faire face à ses engagements. Un État sans actifs est un État sans futur, indépendamment de son stock de dette. Un pays ou un État qui a beaucoup de dettes, mais qui a des actifs importants, se trouve dans une situation paradoxalement moins fragile que l'État dont je viens parler. On omet par ailleurs souvent de considérer en quelque sorte en miroir de la dette ce que détiennent les ménages, qui sont les débiteurs ultimes. Certes, les dettes publiques des pays de la zone euro gravitent aujourd'hui entre 95 et 100% du PIB. Mais en face, les ménages européens détiennent entre 6 et 8 fois plus d'actifs. Des maisons, des obligations d'État, etc. Et donc, ça doit nous pousser à relativiser notre fragilité perçue. Enfin, et c'est l'effet déformant le plus important induit par notre approche actuelle, qui repose sur des cibles pays par pays, la position globale de la zone euro vis-à-vis du reste du monde est un paramètre qui n'est pas intégré à l'analyse. Or, à l'échelle du pôle régional, je ne parle pas pays par pays, que nous formons, nous sommes globalement créditeurs et globalement excédentaires. C'est donc d'abord l'absence de répartition interne entre pays, entre États, entre citoyens, qui pose problème en Europe aujourd'hui, qui interroge en dernière analyse sur les mécanismes de redistribution à créer pour la corriger, et qui appelle donc à plus de solidarité dans le cadre de la zone euro. Voilà, brossé à grands traits, quelques éléments de réflexion sur ce monde post-crise, dès lors qu'on parle de l'endettement, et bien sûr en portant l'accent de mon fait sur l'Europe. Face à cette situation, comment doivent répondre l'Union européenne et ce qui constitue son cœur, c'est-à-dire la zone euro? L'objectif reste la réduction du stock de dette. Mais, disons ça, on n'a pas tout dit, il y a deux voies pour l'atteindre. La première voie, c'est celle que la commission Juncker a adoptée. Je vais l'appeler, on est toujours en train de chercher des formules auto-justificatrices, mais correspondent à ce qu'on pense vraiment, la voie de la raison. Et la seconde, c'est celle qui est défendue par des passionnés, bien intentionnés, je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans la salle, peut-être même à la tribune, qui vont, je crois, un peu vite en besogne, c'est la voie de la restructuration. Je ne vais pas l'écarter d'un revers de main. Ce ne serait ni intelligent, ni fondé. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je n'y suis pas favorable, en tout cas dans l'état actuel de notre organisation institutionnelle. D'abord, quelques mots sur cette voie de la raison. Le pari engagé par cette commission, sur le plan économique, c'est que réduire le stock de dette, de préférence de manière indolore et démocratique, passe par une combinaison de croissance nominale élevée et de politiques budgétaires adaptées. D'abord, nous voulons doper la croissance réelle avec des politiques structurelles innovantes, et c'est le premier pilier de notre stratégie. Sans entrer dans le détail, je veux souligner que la productivité globale des facteurs est aujourd'hui source d'inquiétude. Et dans la limite vite atteinte de ses compétences sur ce plan, l'Union doit être une force d'impulsion pour l'éducation et la recherche. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut voir le plan dit Juncker de soutien à l'investissement de 315 milliards d'euros qui sera mis en œuvre à partir dans quelques semaines, puisque maintenant le Fonds européen stratégique d'investissement, qui en est le support, est prêt. Pour atteindre une croissance nominale élevée, il faut par ailleurs s'interroger sur l'inflation que nous voulons. Le niveau d'inflation en zone euro, il a récemment fait l'objet d'inquiétudes, même si nos dernières prévisions montrent
que le scénario de la déflation, dont d'ailleurs la Commission n'a jamais parlé tout à fait, mais une inflation qui était trop faible, s'éloigne. J'estime néanmoins important que notre cible de 2% soit atteinte, en moyenne sur la zone euro, ce qui implique logiquement d'être au-dessus dans certains pays, dès lors que certains seront en dessous. Et je considère à cet égard, même si une institution ne doit jamais se prononcer sur une autre qui plus est indépendante, que la politique conduite par la Banque centrale européenne est globalement appropriée, justement parce qu'elle répond à cette question. Et on a vu qu'hier, Mario Draghi a dit qu'elle serait poursuivie dans la durée aussi longtemps qu'il était nécessaire. Concernant la politique budgétaire, la question aujourd'hui, c'est celle des exigences raisonnables politiquement pour ce qui concerne les excédents primaires, c'est-à-dire le solde révélateur de l'équilibre budgétaire réel d'un État, une fois qu'on est débarrassé du poids historique de la dette. Pour la Grèce, on en parle tout le temps, ces jours-ci, qui a dégagé un solde primaire positif en 2013-2014, la question du niveau d'excédent est un paramètre, au demeurant politiquement sensible des discussions en cours, pour ne pas dire que c'est quand même un paramètre essentiel. Sinon, le paramètre essentiel, même si on est là-dessus, je pense, en train de trouver des pistes d'atterrissage. Sans être violemment spectaculaire, je le concède volontiers, cette voie de la raison, elle est compatible avec l'innovation. Et c'est dans cet esprit que la Commission a fait, en janvier dernier, à mon initiative, une communication sur la flexibilité, avec des clauses qui lient investissement, réforme structurelle, et évolution de la dette, d'autre part. Cette démarche s'appuie sur le respect des règles, tout en exploitant pleinement les flexibilités qu'elle propose. Il n'est pas exact de dire que le pacte de stabilité et de croissance est stupide ou rigide. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Prenons le cas d'un pays qui s'appellerait la France. Quand le déficit dit nominal est excessif, et c'est le cas aujourd'hui puisque la France est à 4% du PIB, et que l'effort structurel est suffisant, il n'y a pas de sanctions, il y a des délais. Si demain, l'effort structurel n'était pas tout à fait suffisant, mais que le déficit nominal baisse de manière rapide, il n'y aurait pas davantage de sanctions. Ce qui veut dire que le seul cas de figure où il y a des sanctions, et il faut absolument les éviter, et moi je m'y emploie, j'ai toujours dit que les sanctions seraient un échec, à la fois pour la Commission qui les infligerait parce qu'elle n'aurait pas réussi à convaincre, et pour un État membre qui se les verrait infliger. Le seul cas où il y a des sanctions, c'est quand il n'y a ni effort structurel, ni réduction du déficit nominal. La deuxième voie pour réduire le stock de dette, c'est la voie de la restructuration. Alors il faut poser la question, parce qu'il faut être dans un débat intellectuel ici particulièrement, pourquoi ne pas restructurer ? Parce qu'à mon sens, une restructuration reviendrait à opérer une sorte d'expropriation sélective, transgénérationnelle, transfrontière, dans un vide démocratique qui risque d'être quasi total. Et la question institutionnelle est là posée. L'idée d'expropriation n'est pas en soi inacceptable. Après tout, l'inflation est aussi une expropriation, d'ailleurs plus diffuse et plus lente. Mais la faisabilité économique ne présume pas de l'acceptabilité économique, politique, ni du consentement démocratique. Or, nous n'avons pas aujourd'hui, et c'est là où le bât blesse, les institutions démocratiques européennes nécessaires pour légitimer en quelque sorte cette restructuration et donc la mettre en œuvre de manière, je dirais, pacifiée. Pour opérer cette expropriation sélective, il nous faudrait des règles et un cadre institutionnel différent, avec de la supervision démocratique par le Parlement européen. J'en ai été membre par 2 fois, et c'est une institution qui, en effet, doit aussi trouver sa place dans les réflexions sur la gouvernance économique, davantage, avec peut-être même une consultation directe des citoyens. Or, rien de tout ça n'est à notre disposition aujourd'hui. Et créer les possibilités d'une restructuration ordinaire, en quelque sorte, demain, passerait par une révision des traités pour faire advenir un fédéralisme européen que, pour ma part, je suis loin de repousser, notamment sur le plan budgétaire, mais qui est aussi loin d'exister. Voilà quelles seraient pour moi les implications d'une restructuration des dettes souveraines. Et je pense qu'il faut avoir le débat de manière objective, dans les 2 sens, sur ce qui est possible de faire et sur ce qu'il est compliqué de faire. Au final, ce monde post-crise nous place devant un choix purement politique. Soit nous nous en tenons à nos cadres nationaux et nous nous désendettons dans la douleur. Soit nous assumons une solidarité européenne pour partager ensemble l'héritage du passé, et ça implique forcément de combler le vide démocratique que j'évoquais. Nous pouvons tenter de
nous délester de l'héritage de la crise en maintenant notre cadre actuel, qui repose, je dirais, essentiellement sur des institutions nationales. Ça a un coût. C'est en quelque sorte le coût du désendettement par la face nord, c'est-à-dire par les excédents primaires, dans un monde de politique macroéconomique parfois non coopérative, de taux volatiles, d'inflation basse. Et compte tenu des volumes de dette atteints aujourd'hui, c'est potentiellement la tâche de plusieurs décennies, sinon d'un demi-siècle. Ce coût est aussi un coût d'opportunité. Les ressources allouées au désendettement sont autant, je l'ai dit, de moyens détournés de la recherche, de l'innovation, de la préparation de l'avenir. Alors, quelle est l'alternative ? Celle à laquelle je souhaite qu'on travaille, disons, à moyen terme. C'est la mise en place d'institutions européennes qui permettraient de partager et de réduire ces coûts afin de se concentrer sur l'essentiel pour nous, qui est de rester le premier pôle économique mondial. Et je pense à deux pistes d'approfondissement possibles pour l'avenir. La première, c'est de communautariser le coût de la dette. Ça renvoie notamment à la création qui a été proposée d'un fonds de rédemption européen qui organiserait une mutualisation de la dette limitée dans le temps. Je rappelle que dans ce modèle, les dettes au-delà du seuil de 60% seraient successivement transférées à ce fonds qui prendrait en charge son refinancement. Cette voie laisse en quelque sorte le stock de dette intact, mais réaffirme la nécessité pour chaque État de prendre en main son avenir. La deuxième option, ce serait de mettre en place des mécanismes de solidarité pour permettre à chaque État de gérer son héritage sans obérer ses chances d'être compétitif à l'avenir. Je plaide ainsi, depuis longtemps, et je continue à le faire au moment où on réfléchit sur l'avenir de l'Union économique et monétaire, pour une capacité budgétaire propre à la zone euro, distincte du budget des 28, financée sur des ressources autonomes, reste à savoir lesquelles. Par exemple, une taxe sur les transactions financières peut être quelque part dans la corbeille, on peut aussi réfléchir à d'autres choses, avec une capacité d'endettement. Un tel budget aurait forcément une véritable fonction contracyclique. Si les finances d'un État membre plongeaient à cause d'une récession, ça permettrait d'émettre de la dette en commun pour financer ce budget et de laisser jouer les stabilisateurs automatiques au niveau de la zone euro. Vous aurez compris que c'est cette voie-là, cette voie de la capacité budgétaire, qui a ma préférence par rapport au fonds de rédemption, notamment parce que je pense qu'elle va davantage dans le sens de l'histoire de notre intégration européenne, qui suppose que le cœur de l'intégration soit le cœur de la construction européenne, c'est-à-dire la zone euro elle-même. Mais quelle que soit l'option retenue, et ces deux voies existent, nous aurons besoin d'institutions démocratiques profondément rénovées pour asseoir sa légitimité. Et ça, les décisions que nous prenons doivent être des décisions mieux légitimées, sans aucun doute. Je le dis étant conscient aussi de la responsabilité, du pouvoir que la Commission a en propre, mais qui doit être, je pense, aussi démocratiquement mieux partagé et assumé. Compte tenu du saut politique que représenterait cette étape de notre intégration, je pense qu'approfondir la légitimité et l'efficacité des institutions de la zone euro serait une condition incontournable. C'est pour ça que, dans des fonctions précédentes, celle de ministre de l'économie et des finances, j'ai soutenu la mise en place d'une sorte de chambre de la zone euro au sein du Parlement européen, qui sera en quelque sorte commune aux pays qui ont en commun l'euro. Je me souviens, en 1997, d'un sommet à Luxembourg. Le Premier ministre s'appelait Jean-Claude Juncker. Il y avait eu une opposition assez frontale au moment de la mise en place de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est les réunions des ministres de l'économie et des finances de la future zone euro à l'époque, entre Tony Blair et Lionel Jospin. Et derrière Lionel Jospin, il y avait Dominique Strauss-Kahn. L'enjeu paraissait mineur. Il était de savoir par quoi on commençait le premier jour. Est-ce qu'on commençait par faire le Conseil ECOFIN, celui des ministres des 28 aujourd'hui, puis l'Eurogroupe, ou est-ce qu'on commençait par l'Eurogroupe, puis le Conseil ECOFIN? On dirait qu'il y a une importance considérable en vérité. Parce que si on avait commencé par faire le Conseil ECOFIN, puis l'Eurogroupe aurait été une sorte de sous-produit de l'ECOFIN. On a fait exactement l'inverse. On a commencé par l'Eurogroupe, puis l'ECOFIN. Ce qui fait qu'en réalité, c'est l'Eurogroupe qui est le noyau, et l'ECOFIN, Michel Sapin hier avait des formules un peu plus définitives devant Agnès Benassi-Kéré et moi, je ne vais pas les reprendre, je lui laisse. En tout cas, c'est bien le cœur qui continue d'agir sur le reste. Je soutiens aussi la création d'un ministre des Finances de la zone euro, à la tête d'un trésor européen,
incarnant clairement la fonction exécutive et la gestion du budget. Et pour le dire de manière encore plus claire, j'étais favorable à l'époque, je dis bien à l'époque, avant même de penser à la fonction que j'occupe aujourd'hui, à ce que la présidence de l'Eurogroupe soit permanente, et donc détachée des fonctions de ministre de tel ou tel État, aujourd'hui c'est le ministre des Finances néerlandais, et soit confondue avec celle de commissaire chargé des affaires économiques et financières. Évidemment, aujourd'hui, je suis plus en difficulté pour le revendiquer, mais je pense qu'intellectuellement, cette idée n'est pas totalement fausse. Et que si un jour on devait faire cette fusion, il faudrait la faire du côté de la Commission, donc du pouvoir communautaire, plutôt que du côté du Conseil, donc du côté des États. À plus court terme, et de manière plus prosaïque, et rassurez-vous, j'en termine, je pousse pour que la position budgétaire globale de la zone euro fasse l'objet d'une analyse systématique. On en parlait aussi ce matin dans un autre cadre où se trouvait Agnès. Mario Draghi l'a dit en août dernier. Il pourrait être utile, il y a toujours l'art de la formule, d'avoir une conversation au sujet de l'orientation budgétaire globale des États de la zone euro. C'est un diagnostic que je rejoins, alors que cette orientation est d'abord aujourd'hui le résultat d'intérêts nationaux, partiaux et plus ou moins coordonnés, comme le dit Stéphane Collignon. Je suis pour ma part absolument persuadé qu'il faut maintenant sortir de l'approche pays par pays, qui nous a beaucoup coûté pendant la crise. Un cadre existe, c'est ce qu'on appelle le semestre européen. Il faut, selon moi, y intégrer de manière permanente et structurée l'analyse de la position budgétaire globale de la zone euro, bien plus que nous le faisons aujourd'hui, ce qui ensuite permet d'affiner l'analyse pays par pays. Ainsi, nous savons bien que certains pays ont besoin de continuer à faire des efforts, alors que d'autres ont des marges de manœuvre qui doivent permettre de soutenir leur propre investissement, leur propre demande, mais aussi l'investissement et la demande dans l'ensemble de la zone euro. Et c'est un des changements que j'aimerais pouvoir impulser comme commissaire européen. Voilà, j'étais un peu plus long que ce qui était prévu, mais je voulais vous dire cela sur les dettes souveraines et la croissance. Et je suis bien sûr tout à fait prêt à des échanges avec le panel et avec vous. Merci.